Bonjour officiellement. J'ai le plaisir de vous présenter Philippe Barbet, qui est professeur émérite d'économie de l'Université Sorbonne Paris-Nord, dont il était aussi jusqu'à récemment vice-président du conseil académique, ce qui contribue à compléter la hauteur de vue, n'est-ce pas, sur les questions que nous évoquons en ce moment. Il est spécialiste d'économie internationale, d'économie mondiale et d'économie numérique, et il est membre de l'UMR-CNRS CEPN. Voilà, Philippe, nous t'écoutons. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous, et également spécialement merci à Yves et à Juliette pour m'avoir invité à ce séminaire. D'abord, surtout pour l'avoir organisé, parce que c'est sans doute un gros travail, et je vous remercie de m'avoir invité. Donc, effectivement, je travaille à l'Université Sorbonne Paris-Nord sur les questions d'économie internationale, de mondialisation, de protectionnisme aussi, et d'économie numérique. Mais là, on sera plutôt sur la partie, évidemment, internationalisation, mondialisation. Alors, je vais juste commencer peut-être par quelques graphiques. Un économiste sans graphique, c'est pas un vrai économiste. Donc, on va mettre quelques graphiques. Quelques points quand même pour situer la question de la mondialisation des échanges. Alors, si on regarde quelques données, sur ce graphique, ce premier graphique, vous avez depuis 1980, puisqu'en général, on date un peu l'explosion de la mondialisation aux années 80, parce que c'est là que ça a vraiment augmenté de manière très importante, même si bien sûr avant il y avait de la mondialisation. Pardon. On voit ton écran, en fait. Regarde. On voit ton écran au lieu de voir celui de Philippe. Bougez pas. Est-ce que là, vous le voyez? Non. Non, et bien voilà. Donc, on recommence. Ça y est. Donc, oui, mais là il n'y a plus. Non, on le voit. Non, Ok. je le vois sur mon écran. Alors, bougez pas. La question est. Oui, mais qu'est-ce que tu vois, Juliette? Moi, je vois non, on voit un graphique. Les graphiques de Philippe. Là, vous voyez les graphiques de Philippe. Oui, regarde. C'est écrit, on peut vous être en partage d'écran. Alors, bougez pas. Si tu vois les graphiques de Philippe, ça veut dire que. Ah, je le sens. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sens. C'est pour que vous faites full screen et puis vous le partagez le full screen. Alors, présentation. Là, tu le vois, là, tu ne le vois pas. D'accord, OK. Donc, j'arrête le partage. Je relance le partage. Non, il faut d'abord vous relancer la présentation. Oui, Et vous mais le partagez. là, je relance la présentation. Et maintenant, je partage. On est bien d'accord? Hop. Hop. Là, vous l'avez. Voilà. Oui, oui, on va très bien. Super. Merci. Merci, Voilà. merci. Fallait crier avant. Bien. Bien, donc voilà un petit graphique très très simple qui vous montre depuis les années 80 en base 100, donc c'est-à-dire en fait on part du même niveau en 1980 et l'évolution d'une part du PIB mondial qui a augmenté, donc qui a été multiplié par 3,5 entre 80 et 2017 et le commerce mondial qui a lui augmenté de 6,8 points, c'est-à-dire en fait a été multiplié par 6,8. Donc on voit bien qu'effectivement à partir au moins des années 80, il y a une espèce de désajustement entre la croissance mondiale de la production et la croissance des échanges. Mais on voit effectivement que sur la dernière période, 2010-2017, la croissance est, puisque vous voyez la pente des courbes, on est quand même sur un peu une réduction, en tout cas, du désajustement entre la croissance et les échanges internationaux. Alors, il faut savoir, et je reviendrai sur ce point parce que c'est important pour la présentation, c'est que dans ces échanges internationaux, il y a énormément d'échanges entre les entreprises. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à partir des années 80, c'est une accélération du commerce, ce qu'on appelle l'internationalisation des chaînes de valeur, c'est-à-dire le fait que pour produire des biens, on utilise des composants qui viennent de beaucoup de pays. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau
et qui est très caractéristique du commerce international aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près, on considère que 70% des échanges internationaux, ce sont en fait des échanges pour fabriquer des produits. Quand on produit une voiture, on va chercher du caoutchouc à un endroit, on va chercher les composants à un autre endroit, on va chercher de l'acier à un autre endroit. Donc évidemment, tout ça, ça génère du commerce international. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Alors le deuxième graphique, il vous montre également sur la même période, ça c'est les taux de croissance, donc la croissance du PIB mondial et la croissance du commerce international. Alors, vous voyez que sur la période, et c'est normal puisque c'est ce qu'on a vu sur la courbe précédente, les taux de croissance du commerce mondial sont toujours en général plus importantes que la croissance du PIB, la croissance de la production mondiale. Avec les chocs, on a certains chocs. Alors les plus importants, c'est dans les années 2000, début des années 2000, c'est ce qu'on a appelé la crise des valeurs technologiques, le krach boursier qui a eu lieu sur les valeurs technologiques qui avaient énormément augmenté et donc qui ont conduit à une surchauffe de l'économie. Ensuite, on a eu la crise financière de 2009. Donc on voit très très bien l'effet de la crise mondiale, de la crise financière, donc on appelle la crise des subprimes, en 2009, qui fait chuter la production et qui fait aussi chuter les échanges. Et vous voyez qu'à partir de 2010, finalement, 2010-2011, on a à peu près le même taux de croissance entre les échanges internationaux et la croissance qu'on avait vu également sur la courbe précédente. Et enfin, troisième graphique. Ah, ça marche plus. Gauche-droite. Ah, d'accord. Bon. Okay. Et ici, vous avez quelque chose qui est intéressant aussi, c'est la part des grandes zones géographiques dans le commerce international, sur les exportations et les importations. Et vous voyez qu'en réalité, les deux zones qui ont le plus d'échanges internationaux, c'est l'Europe et c'est la zone asiatique-Océanie. Vous voyez, par exemple, contrairement à ce qu'on imagine parfois, les États-Unis sont relativement moins insérés dans le commerce international que les autres pays, l'Amérique du Nord, c'est-à-dire États-Unis, Canada et Mexique probablement. Je ne sais pas si le Mexique est classé en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, peut-être en Amérique du Sud. Voilà, et donc vous voyez effectivement un peu ces chiffres. Ça, c'est pour un peu caler les grandes évolutions. Ensuite, un point également, je vais essayer d'être un peu rapide sur la mondialisation dans la théorie économique. Parce qu'effectivement, en économie, la mondialisation, l'internationalisation des services, c'est évidemment des économies, c'est un domaine qui est très très important et sur lequel je ne dirais pas qu'il y a un consensus, parce qu'il n'y a jamais de consensus entre les économistes, mais en gros quand même on est à peu près sur 80%, 90% des thèses économiques sont quand même assez convergentes pour dire que ce qui fait les échanges internationaux, c'est la notion de spécialisation. Ça, c'est quelque chose qui a été développé au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que les économistes fondateurs de l'économie moderne, qui sont Adam Smith, que vous connaissez sans doute, et David Ricardo, qui sont les deux grands fondateurs de l'économie politique moderne, ont montré que, tout comme l'être humain se spécialise, puisque l'homme préhistorique est très peu spécialisé, et finalement, au fur et à mesure du développement, on se spécialise, et plus on se spécialise, plus on échange. Aujourd'hui, en gros, on est complètement spécialisé, c'est-à-dire que moi, ce que je sais faire à peu près, j'espère, c'est donner des cours et de faire de la recherche. Après, pour tout le reste, je m'adresse à des gens qui sont spécialisés d'autre chose. C'est-à-dire, je suis incapable de construire ma maison, je suis incapable de faire du pain. Donc, ça veut dire que plus on se spécialise, c'est pareil pour les pays. Les pays, plus ils se spécialisent, plus ils échangent. Et ce qu'ont montré ces économistes, ça a été un peu contesté, mais pas tant que ça finalement, c'est qu'on a intérêt à se spécialiser sur les choses sur lesquelles on est les plus aptes. Alors, après, il y a eu des débats pour savoir comment on définit si on est apte ou on n'est pas apte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se spécialise et ensuite on échange. Et plus on se spécialise, plus on échange. Et ce qu'avaient montré ces économistes, c'est que cette spécialisation, finalement, elle était bénéfique. Ce n'est pas la peine d'essayer de produire des choses sur lesquelles on n'a pas du tout d'avantage. Si, par exemple, un pays comme l'Arabie Saoudite a envie de produire des automobiles, elle peut le faire. Mais c'est totalement... ça va lui coûter une fortune, alors il vaut mieux qu'elle prenne son pétrole et qu'elle échange son pétrole contre des automobiles, etc., etc. En France, on a une spécialisation dans l'agriculture, donc on a plutôt intérêt à se spécialiser dans l'agriculture et éventuellement à exporter des produits agricoles pour importer des produits sur lesquels on ne sait pas faire.
Les ordinateurs, on ne sait pas très bien faire. On a essayé, on n'a jamais réussi à le faire. Oui, c'est exactement le point de vue opposé qu'a pris la Chine, qui a développé dans les 10 ou 20 dernières années des compétences en électronique pour devenir autonome, en éducation pour devenir autonome et en sciences d'une manière générale pour devenir autonome. Alors, ce qui se passe, c'est que tous les pays développés aujourd'hui, à un moment donné, dans leur histoire, ont refusé la spécialisation. Puisque, évidemment, pour pouvoir construire leur industrie, et ça c'est le principal argument d'ailleurs des thèses qui rejettent un petit peu cette théorie dominante, c'est de dire que oui, c'est vrai, mais l'Angleterre a été le seul pays pratiquement du monde à ne pas rentrer dans des stratégies de protectionnisme. Les États-Unis se sont construits sur le protectionnisme, la France s'est construite sur le protectionnisme, l'Allemagne aussi, et évidemment, tous les pays émergents se sont construits sur du protectionnisme, mais qui est en général du protectionnisme temporaire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle du protectionnisme de rattrapage. On produit des biens, on ferme ses frontières, et on attend d'arriver à peu près à une situation comparable en productivité aux autres pays, et ensuite, effectivement, on peut très doucement ouvrir. Alors la Chine, effectivement, oui. Juste par rapport à l'Angleterre, parce que oui. Là, ça m'a fait tiquer. L'Angleterre qui a ses robinets qui se tournent dans l'autre sens, qui ont des voies de train qui ne sont pas aux mêmes largeurs que l'Europe, qui roulent dans l'autre sens, avec un volant qui est de l'autre côté. Si ça, ce n'est pas du protectionnisme, c'est quoi ? Je ne sais pas si on peut dire que c'est du protectionnisme. Ça leur a permis d'assurer d'exporter leurs produits dans tout le Commonwealth et d'imposer cette vision des robinets qui tournent dans l'autre sens, des vis qui tournent dans l'autre sens, des volants qui tournent, enfin tout. Et pour moi, c'est vraiment du protectionnisme. Et alors, je ne comprends pas ce que c'est que la notion de protectionnisme. Mais c'est un protectionnisme déguisé, mais c'est un vrai protectionnisme. Il faut peut-être distinguer deux points. Ce qu'on appelle le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est quand on ferme ses frontières aux importations. Oui, j'ai bien compris. Et ce que tu évoques, c'est plutôt ce qu'on appelle du mercantilisme. C'est-à-dire que je fais en sorte d'imposer je fais en sorte d'imposer des échanges aux autres. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'imposer que l'Europe non anglaise du 19e siècle ne puisse pas exporter ses produits dans le Commonwealth que je contrôle. Voilà, c'est pas fermer ses frontières. Mais ce n'est pas fermer les frontières, c'est plutôt de l'agressivité commerciale, je dirais. C'est pas tout à fait la même chose. Les États-Unis, par exemple, à mon sens, ne sont pas un pays tellement protectionniste. En revanche, c'est un pays mercantiliste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui essaye d'imposer ses exportations aux autres, mais moins de les empêcher d'empêcher les importations. Alors, il le fait aussi un petit peu, parce que tout le monde le fait aussi un petit peu, mais ce n'est pas tellement la logique américaine. Alors la Chine, aujourd'hui, la Chine, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a bâti son développement jusqu'à présent sur les exportations. Donc c'est un pays qui a été totalement expansionniste sur ses exportations. Aujourd'hui, l'enjeu de la Chine, c'est soit elle continue à faire ça, sauf que les autres pays, et c'est le différent entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui, notamment, c'est de dire, écoutez, nous, on veut bien que vous exportiez vos produits, mais nous, on veut pouvoir vendre des produits chez vous, ce qui n'est pas le cas. Et là, effectivement, on rentre dans des tensions qui sont très, très importantes. Après, la solution pour la Chine, à un moment donné, ce qu'elle est en train de faire progressivement, c'est de développer son marché intérieur. C'est d'avoir une croissance bâtie sur sa population, qui est énorme. Donc, je veux dire, il y a un potentiel, évidemment. Voilà. Alors, cette libéralisation des échanges, donc le cadre théorique, elle conduit évidemment à des modalités d'ouverture, de mondialisation. Alors, il y a deux voies qui sont aujourd'hui quand même assez qu'on peut distinguer. Une voie qui a été majeure depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à ces dernières années, jusqu'aux années 2000, 2010 même, c'est ce qu'on appelle une approche multilatérale. C'est-à-dire qu'on construit un cadre dans lequel les pays entrent, et la plupart des pays y entrent, puisque aujourd'hui, ce cadre, c'est une organisation qui s'appelle l'Organisation mondiale du commerce, dans laquelle on a des négociations multilatérales entre tous les pays membres, et on s'accorde finalement sur des ouvertures régulées des frontières. Ça, c'est le modèle qui a été privilégié jusqu'il y a assez peu d'années.
Et puis, effectivement, depuis une dizaine d'années, on voit apparaître un deuxième modèle qui, lui, tente vraiment à se développer, c'est plutôt une approche de type bilatéral. C'est-à-dire qu'en gros, les pays, plutôt que d'avoir des grands accords internationaux compliqués et pas toujours favorables aux grands pays, il faut bien le dire, préfèrent négocier les accords qui sont des accords bilatéraux. Alors, les États-Unis ont été évidemment un vecteur très important de croissance de cette logique bilatérale, et notamment, alors on parle beaucoup de l'administration Trump, mais c'est le cas avant aussi, hein, c'est quand même pas, ça s'est exacerbé et ça c'est devenu sans doute plus spectaculaire avec Trump, comme tout est devenu plus spectaculaire avec Trump d'ailleurs, mais en gros quand même ça existait déjà avant, c'est-à-dire cette idée que, et ce qui est assez d'une certaine manière logique, cynique mais logique, je suis le plus fort, donc j'ai aucun intérêt à avoir des accords multilatéraux, j'ai plutôt intérêt à imposer des accords bilatéraux. Donc c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni plutôt, est dans cette logique-là. C'est-à-dire que le Royaume-Uni sort de l'Europe et donc sort de la logique multilatérale européenne pour entrer dans une logique bilatérale. Actuellement, le Royaume-Uni est en train de signer des accords bilatéraux d'échange avec tous les pays qui le veulent. Et leur idée, c'est en gros d'arriver à peu près à une espèce de libre-échange international, sans passer par l'Organisation du commerce, mais en passant par des accords avec la Chine, avec l'Inde, avec le Japon. Ils ont déjà signé des accords avec une dizaine ou une quinzaine de pays. Donc, c'est une deuxième logique, qui est une logique plus conflictuelle, mais qui est aussi une logique d'ouverture. Donc là, aujourd'hui, on a un peu les deux qui avancent un petit peu en même temps. Hein. Bon, il se trouve que l'OMC a été paralysé pendant une dizaine d'années. Là, ça va peut-être un peu se débloquer, puisqu'on a nommé une secrétaire générale maintenant, donc ça devrait peut-être s'améliorer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un peu ces deux modèles. Et puis, on a eu également, sur cette approche, dans cette période, des logiques de démondialisation ou d'altermondialisation. On peut utiliser un petit peu les deux termes. Depuis une vingtaine d'années, c'est vrai qu'on a vu apparaître de plus en plus de mouvements qui remettaient en cause la mondialisation. Alors, ces thèses, elles sont venues d'abord des pays en développement, qui estimaient à juste titre que finalement, dans le processus, ils étaient plus perdants que gagnants, ou en tout cas, ils gagnaient moins que les autres, parce qu'effectivement, les échanges sont relativement inégaux. Quand on est exportateur africain et que ces exportations sont basées sur 2 ou 3 ressources naturelles cotées à la bourse de Chicago, puisque les ressources naturelles, en tout cas les biens agricoles, sont cotés à Chicago, c'est vrai que ce que disait, je me rappelle, un ministre ivoirien ou sénégalais, il disait, moi, ma politique économique, c'est tous les matins d'aller regarder le cours de la bourse à Chicago. Et puis après, on fait ce qu'on peut avec le prix des denrées qu'on vend. Donc c'est vrai qu'on a eu quand même un petit peu les pays en développement se sont d'abord organisés pour essayer un peu d'obtenir des avantages sur cette période, sur cette approche de mondialisation. Alors, sur les crises, parce que c'est là on va venir évidemment sur les crises. Alors là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Hein, alors moi, j'avais trouvé, je ne suis pas un spécialiste là de l'histoire, je vais sur un terrain que je connais moins, sur les relations entre pandémie historique et crise, et renouveau. Et donc là, j'ai retrouvé un petit peu cette référence à la peste des années 1347-1352, qui tue entre 30 et 50% des Européens, qui est un cataclysme humain, évidemment, mais qui finalement a peut-être permis la renaissance et un redémarrage rapide des sociétés, avec donc évidemment un nombre de morts très important, donc une raréfaction de la main-d'œuvre. S'il y a moins de main-d'œuvre, les salaires augmentent relativement, parce qu'à l'époque, évidemment, ça ne peut pas aller très loin. L'enrichissement de certaines villes, et surtout des grandes villes commerçantes. Et puis, cette pandémie qui est partie d'Asie centrale, puisque finalement, c'est pas très, très différent de celle qu'on connaît, a abouti à la fermeture de ce qu'on appelle la route de la soie, c'est-à-dire les flux commerciaux qu'il y avait entre l'Extrême-Orient et l'Occident qui passaient par la terre, et finalement, le développement de d'autres routes qui passent par les voies maritimes et qui ont été quand même à l'origine, ou en tout cas un des points importants de la Renaissance et alors de la colonisation, parce qu'évidemment, quand on fait des routes maritimes extrêmement longues entre l'Europe et l'Inde,
pas la Chine à l'époque, mais en tout cas au moins l'Inde, eh bien évidemment, il faut faire des escales. Il faut sécuriser les escales. Donc, pour sécuriser les escales, eh bien, on fait des comptoirs, qui sont en fait des annexes. Hein. On annexe des territoires. On se bat pour annexer les territoires. On se bat sur mer pour sécuriser les routes et éventuellement pour reprendre les cargaisons de produits qui sont transportés. Hein. Donc, on a des grandes batailles entre la société hollandaise, la compagnie hollandaise des Indes, la compagnie anglaise des Indes, les compagnies françaises qui se battent. Et là, on a des guerres commerciales, hein, mais des vraies guerres commerciales, c'est-à-dire on attaque au canon les routes étrangères. Alors, sur ces relations entre crise et mondialisation, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à chaque fois, en tout cas si on prend les grandes crises contemporaines, hein, je suis revenu au XXe siècle quand même, on a à peu près toujours le même système, le même mécanisme. C'est-à-dire qu'on a un dysfonctionnement très localisé, finalement qu'on ne voit pas vraiment démarrer, et qui ensuite a des répercussions importantes sur l'ensemble du système. Hein, c'est ce qu'on appelle le battement d'aile du papillon, c'est-à-dire un battement d'aile de papillon à un endroit va créer un ouragan à un autre endroit. Alors, si on prend les grandes crises du XXe siècle, la crise des années 30, au départ, qu'est-ce que c'est? C'est un krach boursier. Un krach boursier, c'est simplement de la spéculation effrénée aux États-Unis. Hein, les gens achètent des actions, le cours des actions monte, donc quand ça monte, on achète, plus ça monte, plus on achète, et puis à un moment donné, ça s'écroule. Et ça, on sait bien que dans le domaine boursier, on a toujours un moment donné où ça s'arrête parce qu'évidemment, c'est complètement déconnecté par rapport à l'économie réelle. Donc, à un moment donné, les cours de bourse s'effondrent. Comme la valeur des sociétés est basée sur les cours de bourse, et notamment leur capacité d'emprunt, puisque quand on va aller demander des emprunts pour pouvoir produire, on va regarder la valeur de la société et donc sa valeur en bourse. Donc, dès que les cours baissent, eh bien, les entreprises américaines vont commencer à arrêter de produire, elles vont licencier. Évidemment, les entreprises américaines et aussi d'ailleurs les salariés américains vont demander immédiatement une fermeture des frontières en disant « Attendez, on ne va pas nous mettre au chômage, arrêter nos usines et continuer à importer des produits européens notamment, et notamment allemands, puisque c'était le pays qui avait le plus d'exportation vers les États-Unis. Et donc, en gros, cette crise qui part de New York, de Wall Street, elle se diffuse aux États-Unis et elle va se diffuser en Europe, notamment, avec ce système de protectionnisme extrêmement fort des États-Unis à l'époque. La crise financière des années 80, le point de départ, c'est quoi? Le point de départ, c'est la crise d'un marché immobilier, d'un petit marché immobilier, au plus, même pas un grand marché immobilier. C'est ce qu'on appelle le marché hypothécaire. Le marché hypothécaire, c'est le fait qu'aux États-Unis, comme vous avez des ménages qui ont des revenus qui sont relativement faibles, pour emprunter et pour acheter de l'immobilier, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en hypothèque leur maison. Donc, ils mettent leur hypothèque leur maison, c'est-à-dire qu'ils vendent leur maison d'une certaine manière à la banque, ensuite ils achètent une maison plus importante, et ils font ça tout le temps. Sauf qu'il y a plein de ménages, sauf que les banques, évidemment, qui gagnent beaucoup d'argent dans cette affaire-là, puisqu'à chaque fois, elles prennent des intérêts, elles prennent des frais de dossier, enfin voilà, elles vivent avec ce crédit hypothécaire, sauf qu'à un moment donné, évidemment, les gens ne peuvent plus payer, et donc quand les gens ne peuvent plus payer, les banques récupèrent les biens, puisque les biens sont hypothéqués, donc elles appartiennent en fait à la banque. Donc les banques récupèrent des biens, mais elles récupèrent des dizaines de milliers de maisons dont les prix s'effondrent, parce qu'évidemment, sur le marché, on ne peut pas vendre ces maisons. Donc, les banques sont en difficulté, les personnes aussi, évidemment, sont en difficulté, parce que finalement, elles se retrouvent sans rien, mais surtout les banques sont en difficulté. Et donc, quelques banques américaines, quelques grosses banques américaines qui étaient spécialisées dans ces crédits hypothécaires vont se casser la figure. Comme les banques sont toutes reliées entre elles, et notamment elles ont des systèmes d'assurance qui fait que quand il y a une banque qui est en faillite, et bien finalement c'est toutes les autres banques qui payent, là on va avoir, pareil, hein, comme dans les années 30, une espèce de diffusion de la crise dans le système bancaire américain dans un premier temps, et comme le système bancaire américain est interconnecté avec les autres systèmes bancaires mondiaux, ça va se diffuser dans le système financier international. Et donc, la réaction, hein, ça sera effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui des règles prudentielles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux banques d'avoir des placements qui soient sécurisés, au moins une partie
placement qui soit sécurisé. Et d'ailleurs, on pourrait y revenir parce que c'est lié aussi à la situation actuelle. Alors, la crise actuelle, le départ, a priori, hein, en tout cas, sauf si les informations qu'on a sont erronées, c'est un marché local d'animaux vivants en Chine. Donc quelque chose qui est là pour le coup qui est en dehors de l'économie. Les deux premières là, elles sont quand même très liées à l'économie. C'est des crises du système économique. Là, c'est pas au départ une crise du système économique. C'est un marché local d'animaux vivants. On pourrait dire que c'est l'économie, mais c'est quand même un peu marginal en économie. Et ensuite une diffusion par la mobilité, puisqu'on revient sur les questions de mobilité finalement. C'est que pourquoi ça s'est si la Chine était isolée comme il y a 30 ans, le problème aurait été facilement résolu. Sauf que maintenant, la Chine, elle est interconnectée. Wuhan, c'est une ville sur laquelle il y a des échanges internationaux à Wuhan. Wuhan est une ville, notre université a des accords avec ça. On est lié à Wuhan. Moi, je suis allé à Wuhan donner des cours. C'est une ville où il y a, je suis désolé, mais il y a 3 vols directs Paris-Wuhan tous les jours. Enfin, 3 vols par semaine, n'exagérons pas. Enfin voilà, c'est une ville qui est interconnectée, il y a Citroën qui est à Wuhan, enfin voilà, c'est des villes qui sont les grandes villes chinoises qui sont maintenant mondialisées, donc il y a plein de gens qui passent, les Chinois évidemment ils voyagent, et donc évidemment on a une diffusion du virus. Alors, cette pandémie et ce choc sur la mondialisation, bon, elle arrive quand même dans une période où c'est vrai que depuis une dizaine d'années, il y avait quand même des tensions sur la mondialisation. Alors j'en ai un petit peu parlé, hein, d'abord une contestation sociale de la mondialisation. Donc on l'a vu dans les pays en développement et on l'a vu aussi dans les pays développés avec des contestations, notamment lorsqu'il y a les grandes conférences internationales d'ouverture aux échanges. Hein. Seattle aux États-Unis, il y a eu de très grosses manifestations. Donc il y a eu effectivement, de la part d'une certaine partie de la population des pays développés, un rejet, en tout cas une critique très forte des excès de la mondialisation. On a eu aussi, de la part de certains pays, et là je cite les États-Unis, avant le Covid, des stratégies de relocalisation de certaines entreprises, c'est-à-dire en fait de rompre avec le système traditionnel qui consiste à dire délocalisons tout ce qui est délocalisable si ça coûte moins cher. En gros, c'est un petit peu ça. On a eu ça aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, c'est un peu particulier parce que une des caractéristiques des États-Unis qui avait conduit à la délocalisation, c'est les coûts d'énergie. C'est-à-dire que les États-Unis, ils produisent au Mexique parce qu'évidemment, ils avaient des coûts d'énergie. Ils pouvaient avoir accès à des sources d'énergie un peu moins élevés, puis surtout les coûts de main-d'œuvre, évidemment. Donc, sur l'énergie, le développement des gaz de schiste aux États-Unis, qui est quand même très, très important, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose qui structure aujourd'hui non seulement le commerce, mais aussi d'ailleurs la géopolitique. Hein. Le fait d'avoir développé le gaz de schiste aux États-Unis, ce qui est probablement une catastrophe écologique, hein, pour le coup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça rend les États-Unis relativement indépendants au niveau énergétique. Donc, ça permet, en baissant les coûts énergétiques, de relocaliser des entreprises aux États-Unis, et ça permet de s'affranchir aussi, et ça c'est très important politiquement, par exemple de la dépendance par rapport au Moyen-Orient. Et ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, avec l'Arabie Saoudite, c'est très très intéressant. C'est que c'est pas si le gouvernement américain commence à lâcher l'Arabie Saoudite, c'est pas pour des raisons morales, hein. C'est simplement parce que aujourd'hui les États-Unis ne sont plus dépendants du pétrole qui vient d'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important aux États-Unis, ce mécanisme qui avait commencé avant la crise, avant le corona, hein, de relocalisation d'un certain nombre d'entreprises aux États-Unis. Il y a aussi évidemment des raisons politiques, hein, puisque ça permet de créer des emplois. Évidemment, quand il y a des élections, on voit très bien d'ailleurs que les relocalisations, elles sont souvent faites dans des États qui sont spécifiques, qui permettent de gagner des élections. Donc c'est évidemment, il y a beaucoup de politique évidemment là-dedans. L'Allemagne, qui récemment, il y a quelques années, a eu une politique de reconquête industrielle qui passait notamment, c'est ce qu'on appelle le plan Altmaier, hein, du nom du ministre allemand de l'économie, qui passait notamment par le fait que les Allemands ont été un peu pionniers en Europe. Ils ont repéré les industries sur lesquelles ils pensaient qu'il ne fallait pas qu'ils soient dépendants de l'étranger, donc les industries un peu stratégiques,
et ils ont engagé des modalités éventuellement de prise de participation de l'État dans des entreprises qui étaient des entreprises considérées comme stratégiques. Ce qui était très nouveau en Allemagne. Hein. L'Allemagne est un pays sur lequel, même si les relations entre l'État et l'industrie sont relativement fortes, un peu comme en France, hein, c'est des pays européens où il y a une imbrication entre l'État et les industries. C'est vrai qu'en Allemagne, la nationalisation, par exemple, ce n'est pas du tout quelque chose qui est très populaire. La France a nationalisé des entreprises en 1981, c'était considéré comme une espèce d'hérésie totale. Et l'Allemagne est revenue un petit peu là-dessus. Hein. C'est venu parce que l'industrie allemande est très forte dans les robots. Et ils avaient notamment une entreprise qui s'appelle KUKA, qui a été rachetée par les Chinois ou les Japonais, je ne me rappelle plus. Et ça les a traumatisés. Ils se sont aperçus que le fleuron de leur industrie, la robotique, pouvait être capté par des entreprises étrangères. Et donc là, ils ont verrouillé, mais vraiment très fort, hein, toute la pharmacie, la chimie, tout ce qu'ils considéraient comme étant stratégique. Et en France aussi, on a eu un petit peu cette stratégie aussi, alors qui est plus régionale, qui est plus une stratégie d'attractivité régionale, c'est-à-dire d'essayer d'attirer des capitaux étrangers en France. Ce n'était pas tout à fait la même chose. Hein. L'idée, c'est je dirais, d'essayer de faire revenir des entreprises éventuellement étrangères dans des territoires où on avait besoin d'emplois. Et donc, on a vu ça un petit peu en France. Donc, l'idée hein, de ces politiques de renationalisation qui sont très nouvelles. Hein. En France, il y a encore même pas 10 ans, parler de politique industrielle en France, c'était quelque chose qui était très, très mal vu. Enfin, quand on disait qu'il faut faire une politique industrielle en France, on était un marxiste. Quoi. Enfin, en gros, on était complètement déconnecté de la réalité économique. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. On est tous maintenant à peu près convaincus qu'il faut peut-être réinvestir l'économie, faire éventuellement du protectionnisme, réinvestir dans des entreprises. Tout ça, c'est les dogmes économiques qui bougent un peu. On pourra parler de la dette tout à l'heure, parce que c'est un peu la même chose aussi sur les questions de dette. Donc il y a un peu des choses en économie, il y a aussi des modes en économie qui bougent aujourd'hui. Alors cette mondialisation, elle a évidemment augmenté considérablement les pressions concurrentielles au niveau mondial, puisque évidemment quand vous êtes face à plusieurs producteurs qui peuvent être éventuellement plus efficaces que vous, ça veut dire que vous perdez vos avantages. L'Europe, les États-Unis ont perdu leurs avantages dans un certain nombre de secteurs vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de pays comme la Corée, hein, l'automobile par exemple, qui était quand même très largement centré sur Europe et États-Unis. Aujourd'hui, vous avez le Japon, qui est un grand producteur d'automobiles, la Corée, qui est un grand producteur d'automobiles. Vous avez même dans l'aéronautique, hein, dans la construction aéronautique, vous avez une espèce de duopole, hein, deux grosses entreprises, mais vous commencez à avoir des producteurs chinois. Vous avez eu un producteur brésilien, vous avez un producteur canadien. Donc, on commence à avoir, même sur des marchés qui étaient des marchés très, très protégés, on commence à avoir une concurrence qui vient soit de pays développés, soit de plus en plus de pays qui sont des pays émergents. Et dans les relations qu'on a avec les pays émergents, de plus en plus, c'est le cas notamment avec la Chine, les contreparties des contrats qui sont les contrats internationaux sont des contreparties qui portent sur, par exemple, des transferts de technologies. Vous vendez, aujourd'hui, par exemple, Airbus produit en Chine. En produisant en Chine, ils transfèrent de la technologie. Donc, ça veut dire que dans quelques années, les Chinois vont avoir adopté la technologie Airbus et rien ne dit qu'ils ne produiront pas des avions qui nous revendront. Alors là, la réponse d'Airbus, hein, quand on leur dit ça, hein, ils disent oui, mais ce n'est pas grave parce qu'on leur vend une technologie qui est presque dépassée maintenant. Donc de toute façon, nous, on est un peu au-delà. Donc les avions qu'on vend, c'est des gammes un peu intermédiaires, moyennes. Nous, on est parti sur des gammes très nouvelles et ils ne nous rattraperont pas. Bon, admettons. Et puis, vous avez aussi une concurrence entre les pays émergents. De plus en plus, vous avez maintenant des pays qui... Le Vietnam, par exemple, est un pays qui émerge beaucoup, la Thaïlande, et ça, c'est des pays qui sont rentrés dans une concurrence interne entre eux et qui jouent un peu avec les mêmes armes que les autres, hein, c'est-à-dire du transfert technologique, de la main-d'œuvre. On voit bien, par exemple, qu'aujourd'hui, la Chine, le coût du travail en Chine,
devient beaucoup moins intéressant qu'il y a encore quelques années. Les salaires en Chine, sur la côte ouest de la Chine, parce que la Chine, évidemment, c'est énorme, en tout cas sur la zone développée de la Chine, qui est la façade maritime, sont au niveau des pays de l'Est européen, pas très loin du Portugal. Donc, vous voyez, on commence à avoir maintenant la délocalisation en Chine dans ces régions, ça devient beaucoup moins intéressant. C'est loin, on ne contrôle pas grand-chose. Finalement, si on a un différentiel de coût qui est de 20 ou 30%, ça ne vaut pas tellement le coup, autant faire revenir les productions en Europe. Mais le problème, c'est que ça, c'est la Chine. À côté, vous avez le Vietnam, qui est un réservoir de main-d'œuvre. Vous avez l'Indonésie. Vous avez des énormes pays. Et puis ensuite, vous avez des pays comme l'Éthiopie, où il y a beaucoup d'entreprises, des entreprises qui vont en Éthiopie parce que effectivement, les coûts de main-d'œuvre sont très élevés. Peut-être qu'un jour, on aura d'autres pays africains. Donc, on a une espèce de course sans fin. Hein. Alors, évidemment, à un moment donné, quand tous les pays auront été couverts, on devra avoir une petite augmentation des coûts de production dans tous ces pays. Voilà, donc sur cette mondialisation, le bilan il est un peu mitigé d'une certaine manière. On voit bien qu'il n'y a pas de consensus là-dessus. On voit bien que ça crée des déséquilibres. Ça a aussi permis le développement de certains pays. Hein, je vous donne juste quelques chiffres. Hein. Vous voyez, les pays en développement, les pays à bas et moyens revenus, leur PIB global, c'était on était un quart du PIB des pays du G7 et 82% aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est vrai quand même que on a sorti. Il y a la Chine qui joue évidemment un rôle très très important. Quand on sort la Chine de pays en développement, puisque maintenant la Chine n'est plus considérée comme un pays en développement, ce qui est logique d'ailleurs, évidemment ça a un effet masse qui est très très fort. Donc c'est vrai quand même qu'il y a eu probablement une augmentation globale du niveau de vie, notamment dans les pays en développement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des fragilités qui se sont créées et que la crise, évidemment, a révélées. Et c'est là-dessus. J'ai une question là sur ces fragilités-là. En fait, je fais des recherches à titre personnel sur les effets de l'investissement direct étranger, particulièrement en Afrique. Et en fait, j'essaye de questionner si elles sont sustainable. Hein? S'il y a une théorie qui questionne un peu tout ça. Mais dans la recherche de la littérature, je me rends compte, en fait, du moins ce que j'ai lu jusqu'ici, c'est que tout mouvement à l'étranger naît d'un déséquilibre du marché national, ou alors un déséquilibre du marché en général. Et on cherche à compenser cet équilibre-là en allant vers un marché extérieur. Peut-être un déséquilibre des ressources, ou alors des prix, ou alors des taux d'intérêt, d'échange et autres. Mais c'est d'abord un déséquilibre. Est-ce que ça veut dire pour vous que le commerce international, ou alors les financements internationaux, ou alors l'économie internationale, c'est une économie qui naît d'un déséquilibre et donc qui ne peut pas forcément être liée ou rechercher un équilibre à terme, hein, parce qu'elle va combler un déséquilibre ailleurs et créer un nouveau déséquilibre là où elle va. Donc, c'est vraiment un cercle un peu très ouvert du déséquilibre à la fin. Alors, quand on délocalise, ce qu'on essaye d'obtenir, c'est de valoriser les avantages des pays vers lesquels on délocalise. Alors, je ne sais pas si c'est une question de déséquilibre. Ce qui est sûr, c'est que quand on délocalise, par exemple, pour des questions de main-d'œuvre, de coût de main-d'œuvre, il est clair qu'on délocalise parce qu'on pense que le coût du travail dans le pays dans lequel on veut aller est plus bas. Alors, est-ce que c'est un déséquilibre? C'est un marché, le travail. Hein, donc, voilà, il y a des pays où il y a énormément de travailleurs et il y a peu d'emplois. Donc, ça fait baisser le coût du travail, ce qui est assez logique, en tout cas dans une logique de marché, ça se comprend très bien. Si vous avez énormément de travailleurs qui ne trouvent pas d'emploi, les taux de salaire sont faibles. Donc, quand vous allez dans le pays, quand vous délocalisez dans le pays, c'est clair que vous bénéficiez, au moins au début, d'un coût du travail qui est faible. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, si vous créez des emplois dans le pays, ça se renverse un petit peu. C'est-à-dire que l'offre de travail devient plus importante, la demande de travail, évidemment, va baisser, et vous avez un relatif rééquilibrage des prix du travail.
ou alors vous délocalisez pour des raisons, par exemple, de ressources naturelles. Donc vous allez dans le pays, tout simplement parce que il y a des ressources naturelles qui sont abondantes, relativement bon marché, et donc vous allez exploiter ces ressources naturelles. Vous pouvez aussi délocaliser parce qu'il y a un pouvoir d'achat, il y a une demande. Dans certains pays, vous allez y aller parce que finalement, vous vous rendez compte qu'il y a une bourgeoisie naissante, que cette bourgeoisie naissante, elle commence à consommer, et que finalement, vous commencez à avoir des débouchés. Donc, ce que vous faites quand vous délocalisez, c'est tout ça. Vous regardez un petit peu tous les avantages que vous avez à produire au niveau de la production, mais aussi au niveau de la demande. Il vaut mieux produire sur place, ça coûte moins cher, et en plus, si vous avez des débouchés sur place, c'est mieux. C'est toujours le point de vue de la personne qui délocalise, c'est-à-dire que c'est une vision monocentrée. Ce que j'ai l'impression que veut dire Jacques, c'est qu'effectivement, ça a déstabilisé des pays. Par exemple, la Chine n'est plus autonome en production de riz depuis qu'elle a été industrialisée, ce qui n'avait pas été le cas depuis des centaines et des centaines d'années. Donc, le fait de voir arriver une captation de la main-d'œuvre par délocalisation de gens qui sont uniquement en train de raisonner sur est-ce qu'à moi ça me rapporte, ça peut effectivement déstabiliser en local. C'est ça auquel vous pensez, Jacques? Non, pas clair. Mais ceci dit, excusez-moi, c'est quand même la loi de l'économie et du marché. Je n'y adhère pas forcément, mais c'est la définition claire de la loi de l'offre et de la demande. J'ai un profit maximal dans un endroit ou un profit marginal supérieur à celui que j'aurai dans un endroit, j'irai là où il y a le profit maximal ou là où il y a le profit marginal le plus important. C'est d'ailleurs pour ça que les gens parlent de démondialisation, ce que vous avez souligné, ou de l'altermondialisation, pour éviter justement ces rapports financiers ou ces rapports qui considèrent justement les rapports humains rien que comme des échanges commerciaux ou comme des échanges financiers, et qu'il faut remettre l'humain au centre de la finance ou du commerce, si je peux exagérer un peu. Mais je ne suis pas très surpris. Non, mais c'est vrai qu'il y a une logique de marché. Il y a une logique de marché qui considère qu'effectivement, la logique de la spécialisation, c'est une logique dans laquelle la dépendance est évidemment quelque chose qui est intégré. La question, c'est que si on ne veut pas être dépendant, il faut tout produire. Là, si on produit tout ce dont on a besoin, évidemment, on n'est pas dépendant. Sauf qu'on est inefficace dans plein de productions. Donc, ce qu'on essaye, sur les points sur lesquels on essaye de réfléchir, ce n'est pas d'aller vers l'autarcie, parce que l'autarcie, les pays d'ailleurs, quand on regarde les pays qui ont des stratégies autarciques, ça n'a jamais été un grand succès quand même. Vous avez la Corée du Nord, ce n'est pas un grand succès économique quand même, ni social. Vous avez eu un peu l'Algérie pendant une certaine période, qui a eu un développement relativement auto-centré comme ça. Quand on a assez peu d'exemples de pays qui réussissent à un décollage économique basé sur la fermeture des frontières. Donc, il faut accepter un certain niveau d'insertion dans le commerce international. Alors, c'est vrai qu'après, il peut y avoir des excès. Par exemple, en Afrique, on sait très bien que dans le domaine alimentaire, il y a eu des excès. Le fait, par exemple, d'exporter des poulets congelés européens ou brésiliens dans les pays africains, et donc de tuer, de fait, parce que ça ne coûte vraiment rien, de tuer les producteurs locaux, c'est une catastrophe. Donc c'est vrai qu'il faut regarder, il faut avoir une analyse un petit peu fine, c'est-à-dire regarder produit par produit, secteur par secteur, qu'est-ce qu'il est important de garder quand même dans un pays, même si ce n'est pas rentable. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire chez nous aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure sur les médicaments. On voit bien qu'on a laissé délocaliser l'industrie du médicament vers certains pays et qu'aujourd'hui, on voit bien que ça pose quelques problèmes. Donc, autant une logique de spécialisation totale, sans limite, on voit bien que ça peut avoir des conséquences négatives. En revanche, une non-spécialisation totale, ce n'est pas véritablement viable non plus. Les Africains, ils ne vont pas produire des voitures. Ça ne sert à rien de construire des usines automobiles de technologie africaine. La technologie, on la connaît, on peut éventuellement produire en Afrique, mais on ne va pas s'amuser à produire des avions en Afrique, on ne va pas s'amuser à produire des voitures en Afrique avec une technologie
africaine. Ce n'est pas la peine. Enfin, ça peut se faire, hein, mais c'est un coût qui est énorme. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le débat, il est un petit peu là. Alors je viens parce qu'on est au cœur du débat. Hein. C'est la question des chaînes de valeur. Donc je l'ai dit tout à l'heure en introduction, 70% des échanges internationaux reposent sur ce qu'on appelle les chaînes de valeur internationales. C'est-à-dire qu'en réalité, la mondialisation, ça a été une augmentation très importante des flux d'échanges, souvent entre entreprises, pour produire des biens qui sont des biens complexes, sur lesquels on va aller prendre des éléments dans les pays. Alors, j'ai pris un exemple, hein, un smartphone qui est assemblé en Chine, c'est conçu aux États-Unis, chez Apple, dans les laboratoires d'Apple, ça peut être en Corée, hein, Samsung, Apple, c'est conçu aux États-Unis, c'est assemblé en Chine, le code informatique, c'est-à-dire ce qui va servir à produire le composant électronique, le microprocesseur, il est probablement fait en Inde, parce qu'en Inde, ils ont une spécialisation ils ont des super informaticiens, et en Russie aussi d'ailleurs, mais bon, on va plutôt en Inde aujourd'hui. Les puces, elles sont fabriquées à Singapour. Voilà. Et tout ça fait en sorte que quand vous avez votre Apple, eh ben, vous avez des pièces qui viennent un petit peu partout. Et ça, c'est du commerce. Ça, c'est du commerce international. Ça augmente le commerce international. Alors, évidemment, ces chaînes internationales, elles se justifient uniquement par l'économie. C'est-à-dire que ça coûte moins cher de payer un informaticien indien 500 € par mois ou 600 € par mois, ce qui est un salaire correct en Inde, que de le payer 3 000 ou 4 000 € en Europe. C'est vrai que ça a des coûts aussi. Les coûts sont cachés. Et les coûts, c'est les coûts écologiques, évidemment. C'est que vous avez un transport, notamment un transport maritime, qui est très, très important. Et dans les containers qui se baladent dans le monde entier, vous en avez probablement la majorité qui ne sont pas remplis avec des biens finis, mais qui sont remplis avec des pièces détachées qui vont être intégrées dans d'autres productions. Alors ça, c'est un point qui est très important parce que ces coûts écologiques, ils ne sont pas pris en compte, évidemment. C'est-à-dire que le fait, par exemple, qu'on a un transport... Le transport maritime, c'est très intéressant. Le transport maritime a été totalement révolutionné par le conteneur. C'est la conteneurisation qui a fait en sorte que le transport maritime ne coûte rien. Pourquoi il ne coûte rien? Parce que la main-d'œuvre, elle ne coûte rien. C'est totalement... sur un bateau, sur un porte-conteneur, vous avez une dizaine de personnes et vous avez 8 qui sont des Pakistanais payés, encore quand ils sont payés. Ils ne sont pas toujours payés, mais admettons qu'ils soient payés. Vous avez éventuellement le capitaine qui est peut-être éventuellement un peu mieux payé. Donc, ça ne coûte rien. Le carburant ne coûte rien, parce que c'est du fuel lourd dont personne ne veut. C'est pour ça dire que ça pollue énormément, parce que quand on fait de l'essence, on a des produits lourds en bas dont on ne sait pas quoi faire, et on s'en sert pour faire, on met ça sur les bateaux. Quoi ? Il n'est pas taxé, surtout. Et ensuite, il n'est pas taxé. Et ça, c'est aussi le cas pour l'aéronautique. Le kérosène n'est pas taxé. Donc, c'est vrai que là, on a des coûts... on devrait avoir des coûts plus importants. Un des problèmes, enfin, je veux dire, une des solutions aujourd'hui à la mondialisation, c'est sans doute d'augmenter les coûts de transport et de les faire revenir à ce que ça coûte réellement. C'est-à-dire en intégrant des coûts humains raisonnables, on va dire, des salaires raisonnables et des coûts écologiques, c'est-à-dire qu'on commence à le faire, hein, parce qu'évidemment, on voit bien aujourd'hui que dans certains ports, ils ne veulent plus de bateaux polluants, parce que ça fait une fumée noire. Je ne sais pas si vous avez vu des images à Marseille, c'est impressionnant. Enfin, quand vous avez les 3 ou 4 bateaux de croisière à Marseille, vous avez un nuage noir sur la ville de Marseille, simplement parce que ce qu'ils utilisent, c'est du fuel, c'est un fuel lourd qui pollue énormément. Donc, mais si on veut les empêcher de faire ça, il faut avoir d'autres moteurs, ça coûte beaucoup plus cher, évidemment, les armateurs ne veulent pas, etc. etc. Donc, ça, c'est une solution, c'est d'intégrer les vrais coûts dans le commerce international, sans doute. Alors, j'ai mis quelques petits graphiques là, sur les chaînes de valeur. Là, c'est un vélo. Vous voyez, par exemple, que la selle, c'est les exportations mondiales par composant. La selle, c'est la Chine, l'Italie et l'Espagne. Le cadre, c'est la Chine, le Vietnam, l'Italie. Les freins, c'est le Japon, Singapour,
Singapour, la Malaisie, etc. etc. Vous achetez un vélo, vous achetez une partie de Malaisie, une partie de Chine, une partie d'Italie, etc., etc. Et là, tout ça va être intégré pour faire un vélo. Et puis ça, c'est la chaîne de valeur du Nutella. Donc voilà, bon, c'est italien, Ferrero Group. Et puis vous avez donc vous voyez, tous les points verts, c'est la matière première. Donc l'huile de palme, probablement, enfin il y a tous ces produits-là qui viennent des États-Unis. Vous voyez, la vanille vient des États-Unis, l'huile de palme du Brésil, le cacao d'Équateur. Voilà, donc vous avez. Et donc évidemment, pour arriver à faire du Nutella, il faut faire voyager tous ces produits pour arriver à un moment donné dans une usine qui va. Et les usines, vous voyez, vous en avez une au Brésil, vous en avez une au Canada, vous en avez une en Australie, quelques-unes en Europe, et toutes ces usines reçoivent les matières premières et elles produisent du Nutella. Voilà, on peut prendre comme ça des produits. Le gin, par exemple, il y avait des calculs qui avaient été faits. Un gin, il fait 40 fois le tour du monde. Entre les fibres, le design, etc. etc. Bon, voilà. Donc c'est un excès. Évidemment, c'est un excès de mondialisation. On voit bien que là, on est passé sur des choses qui sont qu'il faut regarder de manière un petit peu plus précise. Alors, sur cette, je me suis un peu centré évidemment sur l'industrie des médicaments, parce que ça, c'est évidemment dans la crise actuelle, on a bien vu, quand il y a une crise, on voit bien que ça fait apparaître les fragilités qui sont importantes. La crise financière, en 2009, a fait apparaître la fragilité du système financier international. Donc, on a essayé plus ou moins, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit arrivé à faire ça, mais on a mis en place des mécanismes qui permettent de faire en sorte que ce ne soit pas trop dangereux aujourd'hui, un peu moins dangereux. Bon, là, cette crise-là, elle impacte évidemment une industrie qui s'était aussi très largement délocalisée. On l'avait vu quand même, je vous montrerai quelques données tout à l'heure. On avait vu qu'il y avait des risques sur l'industrie pharmaceutique, mais évidemment là, c'est apparu de manière évidemment spectaculaire. Donc les entreprises pharmaceutiques, elles ont fait comme les autres entreprises, c'est-à-dire qu'elles ont délocalisé les grandes entreprises, elles ont rationalisé leurs coûts de production, elles ont sous-traité la fabrication de matières premières dans d'autres entreprises, dans d'autres pays, dans des pays avec une main-d'œuvre moins chère, soumise à des obligations réglementaires qui étaient beaucoup moins fortes. Et donc aujourd'hui, près de 40% des médicaments finis commercialisés dans l'Union européenne proviennent de pays tiers, donc hors de l'Europe. Et 80% des fabricants de substances pharmaceutiques actives, donc qui sont intégrés dans les médicaments, pour les médicaments en Europe, sont situés en dehors de l'Union. Et c'était 20% en 90. Vous voyez, on a eu quand même un mécanisme très important de délocalisation de l'industrie pharmaceutique mondiale. Bon, je donne juste un exemple. Les 35 molécules de base en oncologie sont fabriquées en Orient et en Chine, et par 3 fabricants. Ça, c'est encore peut-être plus embêtant, parce que encore, il y aurait 25 fabricants. Ce serait déjà un petit problème s'ils étaient tous en Chine. Quand il y en a 3 et qu'ils sont tous en Chine, on voit bien quand même les problèmes que ça peut poser. Et 35% des matières premières utilisées dans la fabrication des médicaments en France viennent de 3 pays, l'Inde, la Chine et les États-Unis. Donc là, c'est sûr qu'on voit apparaître avec la Covid, un peu spectaculairement, les limites d'une délocalisation si elle devient, si elle fragilise le système. Alors voilà, quelques points sur la France. On peut regarder peut-être par le chapitre. Voilà, ça c'est les pays hors UE et les sites de production de substances pharmaceutiques. Alors, vous voyez que c'est l'Inde qui est le pays qui a le plus de sites de production. Et on est vraiment très dépendant de 2 pays, la Chine et l'Inde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos médicaments... Alors ça a été, je l'ai trouvé dans un rapport qui avait été fait avant le Covid, avant la Covid, il y a quelques années, sur la question des pénuries de médicaments. Vous savez qu'on a de plus en plus de pénuries de médicaments aujourd'hui en France. Et donc il y a eu un rapport parlementaire, c'est le Sénat qui avait fait un rapport sur les questions de pénurie de médicaments, et ça c'est les chiffres qui ont été donnés par cette enquête en 2018, et qui a montré effectivement que là, il y avait un risque. Alors, on n'a rien fait depuis. Là, aujourd'hui, on va sûrement faire quelque chose. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est de faire revenir
de faire revenir la production de médicaments en Europe, mais on a laissé, c'est vrai qu'on a laissé cette dépendance se créer. Alors, la dépendance, c'est pas, je dirais, n'est pas forcément négative en soi, c'est-à-dire que c'est de la spécialisation. On peut très bien se dire, et là, il y a un débat, on peut très bien se dire, finalement, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on ait accès à la ressource, c'est qu'on vende des médicaments. Qu'ils soient fabriqués en Chine, en Inde, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème à condition, évidemment, qu'il n'y ait pas, des stratégies de la part de certains pays de faire des pressions. Or, on n'en est pas sûr aujourd'hui. L'Inde, probablement pas. La Chine, c'est beaucoup moins sûr. La Chine, par exemple, elle a une caractéristique, ce n'est pas dans le médicament, mais c'est dans un autre domaine qui est très important, ce qu'on appelle les terres rares. Les terres rares, c'est les produits qu'on utilise beaucoup en informatique pour fabriquer des composants électroniques. La Chine, c'est le principal réservoir au monde de terres rares. Donc, ça veut dire que la Chine, si elle n'exporte plus les terres rares, et elle a menacé de ne plus le faire, elle bloque à peu près toute l'industrie informatique aujourd'hui. Donc, c'est problématique. Quand on a des pays comme la Chine qui sont capables aujourd'hui d'arrêter d'exporter, parce qu'on ne peut pas obliger un pays à exporter à la limite. Si je décide que je ne veux plus exporter, je n'exporte plus. Par exemple, dans l'armement, on a des embargos à l'exportation. La France peut très bien dire à un moment donné, je refuse d'exporter mes armes vers tel pays. Ça se fait toujours, ça s'est toujours fait, c'est pas nouveau. Quand on a construit, quand on a eu le programme nucléaire français militaire dans les années 60, le général de Gaulle il a décidé de construire l'arme atomique. Il l'a fait parce que les États-Unis ne voulaient pas fournir l'uranium aux Français. L'uranium enrichi, on ne voulait pas. Donc, on a construit des usines permettant d'enrichir l'uranium en France. Donc, on peut toujours se trouver dans des situations dans lesquelles, là, on se met en situation de dépendance. Alors, après, le problème, c'est que jusqu'où ça va la dépendance ? C'est un vrai problème. Parce qu'évidemment, si on a une notion de la dépendance qui est extrêmement large, à ce moment-là, il ne faut rien importer. Et on revient toujours sur le même dossier. C'est-à-dire qu'on se dit, dans ce cas-là, on produit tout en France ou en Europe. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre européen. Alors, on pourrait très bien dire aujourd'hui, maintenant, les médicaments, c'est fini, on produit tous les médicaments en Europe. Bon. Est-ce que c'est une bonne solution ? Économiquement, non, parce que ça va nous coûter plus cher. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est une sécurité. Finalement, qu'est-ce qu'on achète ? On achète une assurance. Quel est le prix qu'on est prêt à payer pour avoir l'assurance que tous les médicaments en Europe sont produits en Europe, que tous les masques sont produits en Europe ? On a eu ça avec les masques. Au début, il y a à peu près un an, le gros traumatisme, c'était les masques. On ne produisait pas de masques. Ça ne coûte rien à produire un masque. Il y a un Chinois qui a été interviewé l'année dernière, c'était intéressant, un producteur chinois de masques. Il disait, mais quand je produis des masques, c'est comme si j'imprimais des billets. Ça ne coûte rien de produire un masque. C'est comme si j'imprimais des billets de banque, des masques. Donc ils ont fait des fortunes avec les masques. Parce que ça ne coûte rien, ça coûte un centime d'euro le masque. Puis après, c'est vendu plus très cher aujourd'hui maintenant, mais à l'époque, c'était vendu un peu plus cher. Donc après, voilà, ce qui est intéressant dans cette crise, c'est que ça fait émerger des dépendances qui sont quand même effectivement des dépendances importantes parce qu'elles touchent à la santé. Et quand ça touche à la santé, évidemment, on se dit, oh là, est-ce que j'ai intérêt à laisser mon industrie dépérir et être captée par d'autres pays ? Si c'est l'Allemagne, ce n'est pas très grave. Si c'est la Chine, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Alors, il y a un secteur aussi qui a été très... où cet aspect de dépendance est très important, c'est l'alimentaire. C'est-à-dire que autant le commerce international s'est libéralisé pour les biens industriels, autant il s'est très peu libéralisé sur l'agriculture et sur les biens alimentaires. Parce que justement là, on touche un peu à la substance d'un pays. Un pays a du mal à ne pas être indépendant, en tout cas d'avoir un certain niveau d'indépendance alimentaire. Tu sais tout à l'heure la question de la Chine. La Chine,
maintenant importe du riz. Bon, elle a accepté finalement une dépendance, d'une certaine manière. Alors, ce n'est pas irréversible, hein, parce que du riz, mais enfin, si jamais il y a un problème, on peut toujours reproduire du riz. Mais c'est compliqué, enfin, ça prend du temps, il faut refaire des rizières, ce n'est pas immédiat. Donc, ça veut dire que même la Chine a accepté, ce qui n'est pas évident, hein, a accepté finalement une certaine dépendance sur l'aliment de base. Le Japon, par exemple, pendant très très longtemps, je ne sais pas, ils ont dû ouvrir il y a quelques temps, mais il y a encore pas si longtemps que ça, était totalement indépendant au niveau du riz, justement. Ils avaient des droits de douane absolument gigantesques, c'était 400-500% de droits de douane, parce qu'ils voulaient absolument rester complètement indépendants. Alors, en plus, c'est une île, donc c'est facile de bloquer, hein, ils avaient peur d'un blocus, hein, bloquer l'arrivée de bateaux remplis de riz au Japon, c'est pas très compliqué, hein, il suffit d'avoir, s'il y a une guerre, il suffit de mettre des bateaux autour, des bateaux de guerre, il n'y a pas un gramme de riz qui rentre. Donc les Japonais, ils étaient très très attachés à ça. Mais la politique agricole commune, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la même chose. C'est en gros, faisons en sorte que l'Europe, faisons en sorte que la France soit indépendante au niveau agricole. Alors, sauf que nous, on a été un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a été tellement productifs dans l'agriculture qu'on est devenu exportateur. En soi, ce n'est pas forcément mal, sauf si les méthodes de production sont telles qu'on détruit les sols et on détruit beaucoup de choses. Donc voilà, un petit peu sur ces questions. Alors, oui, sur les médicaments, parce que ça, c'est un point qui... je terminerai par ce slide-là. Sur les médicaments, il y a la question de la propriété intellectuelle, qui est quand même importante aujourd'hui dans le commerce international. Parce que les médicaments sont des produits complexes, ce sont des produits sur lesquels la rentabilité d'un laboratoire pharmaceutique, elle est liée au droit de propriété. C'est-à-dire que quand vous fabriquez un nouveau médicament, vous prenez un risque énorme. C'est-à-dire que le coût de production d'un nouveau médicament, ça se compte en millions, dizaines de millions, centaines de millions de dollars. Et on sait très bien que quand vous lancez un nouveau médicament, la probabilité de réussite est assez faible. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous investissez dans le médicament et le moment où vous récupérez l'argent, d'abord, il se passe énormément de temps, parce qu'évidemment, il faut produire, il faut tester, même si on a été vite là pour les vaccins, mais en général, il faut tester pendant plusieurs années. Donc, ça veut dire que vous avez un risque important et de toute façon, un taux de retour, un temps de retour sur l'investissement qui est également très important. Avec une caractéristique, c'est pour ça qu'on appelle ça des blockbusters, hein, comme au cinéma, c'est un peu la même chose que dans la production de films. Vous lancez 10 médicaments, il y en a un qui réussit, mais vous avez gagné énormément d'argent avec. Exactement comme dans le cinéma. Vous êtes un producteur, vous lancez 10 films, il y en a 9 qui vont se planter, en tout cas vous ne rentrez pas dans votre argent, et vous faites votre argent sur le 10e. Donc ça veut dire qu'à partir de là, vous comprenez bien que la propriété intellectuelle est très très importante. Les laboratoires pharmaceutiques, ils s'accrochent à la propriété intellectuelle, parce que c'est ça qui va les faire vivre à un moment donné. Si vous ne leur permettez pas de rentabiliser leur argent, ils s'écroulent, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il y a un débat aujourd'hui qui est important sur la propriété intellectuelle, hein, ici la propriété industrielle ou intellectuelle, hein, c'est le problème des brevets. Dans le commerce international aujourd'hui, c'est un thème très important parce que, évidemment, la protection forte des brevets est défendue par les pays développés. C'est normal parce que ceux qui sont producteurs de brevets. Les États-Unis, par exemple, ils sont énormément producteurs de brevets, y compris de brevets d'ailleurs de droits de propriété intellectuelle dans le cinéma. Les États-Unis, la balance commerciale des États-Unis, elle est déficitaire, énormément déficitaire en biens, elle est excédentaire en services, et elle est excédentaire en services, notamment par les services de Disney et compagnie. Donc évidemment, les pays développés sont très très attachés à ça. Et donc dans les accords commerciaux, à l'OMC par exemple, à l'Organisation mondiale du commerce, il y a un accord spécifique sur le droit de propriété intellectuelle. On ne les a même pas intégrés dans les autres débats. Il y a l'agriculture, il y a l'industrie et il y a la propriété intellectuelle. C'est vraiment un dossier en soi sur lequel on négocie. En revanche, les pays en développement, eux, ils sont plutôt pour qu'on ouvre la propriété intellectuelle.
Ce qui est assez logique, parce qu'évidemment, payer des droits de propriété intellectuelle à des pays développés, ça coûte énormément d'argent, et ça empêche, évidemment, c'est quand même un frein au développement. Donc on a là, depuis, l'OMC a été créé en 95, donc vous voyez, depuis 86, a été créé en 86, donc depuis 86, on a des débats très importants sur la propriété intellectuelle qui se sont focalisés sur le médicament. Ils se sont focalisés sur le médicament, et notamment, il y a quelques années, sur le sida, sur les médicaments pour le sida. Parce qu'évidemment, ces médicaments pour le sida coûtent très très cher, ils ne sont pas à la portée des pays en développement. Et donc, il a fallu quand même s'interroger sur la possibilité un peu de contourner les accords sur la propriété intellectuelle pour permettre à des pays émergents, des pays pauvres atteints par le sida, de pouvoir, je dirais, avoir ces produits sans payer véritablement l'ensemble des droits de propriété intellectuelle. Et donc, à l'OMC, il y a, depuis 2017, donc il y a un amendement à l'accord, grand accord de l'OMC sur la propriété intellectuelle, qui permet d'obtenir des médicaments à des prix abordables, donc sans rémunérer entièrement la propriété intellectuelle, et ceci donc au sein de l'OMC. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut obtenir des médicaments génériques, d'avoir des médicaments génériques, puisque c'est ça la propriété intellectuelle, c'est que le médicament il est protégé pendant une certaine période de temps, et une fois que le temps du brevet est terminé, il rentre dans le domaine public et il devient générique. C'est ce qu'on appelle les génériques. Sauf que là, évidemment, le temps est assez long, sur une vingtaine d'années. Donc là, il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça qu'il y a cet amendement qui permet à des pays qui sont des pays en dehors qui peuvent justifier d'abord des pays en développement et d'autre part d'être face à une pandémie qui est très importante, de pouvoir bénéficier de ces génériques sans payer l'ensemble des droits de propriété intellectuelle. Alors, il y a des thèses aujourd'hui, mais moi, je ne suis pas... je ne les soutiens pas énormément. Il y a des thèses qui disent qu'il faudrait carrément supprimer les droits de propriété intellectuelle sur les médicaments. Évidemment, là, le problème sera réglé. S'il n'y a plus de droits de propriété intellectuelle, évidemment que les médicaments coûtent moins cher et ils coûtent moins cher pour tout le monde. Après, c'est un problème d'incitation. Qui va être incité à produire des médicaments? C'est risqué, c'est coûteux. Si de toute façon, quand je réussis à avoir un médicament, j'ai plus de droit de propriété intellectuelle. C'est compliqué. Par exemple, dans la crise du Covid, il est clair que les laboratoires n'ont pas supporté le développement des médicaments, vu qu'essentiellement les médicaments qui ont été, en l'occurrence pas des médicaments, mais les vaccins. Alors déjà, par rapport à la propriété intellectuelle, je rappelle quand même que dans le cadre de l'hydrochloroquine, le laboratoire qui, je crois, est Roche, qui possède l'hydrochloroquine, quand l'hydrochloroquine a été condamnée en France et donc retirée du marché, n'a même pas fait appel pour le faire remettre après que l'article dans le Lancet a été retiré. Article du Lancet de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, soutenu par le WHO. Et donc, cet article étant retiré, malgré tout, Roche, je crois que c'est Roche, n'a pas fait, en tout cas le propriétaire de l'hydrochloroquine, n'a même pas voulu le ramener sur le marché en se disant bon, si jamais ça marche, ce n'est pas une grande idée parce que ça ne coûte que 2 €. D'accord? Donc, ce serait mieux de trouver quelque chose qui soit plus cher. Oui. Et ça a été un raisonnement. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on voit bien que les vaccins ont été produits par des startups associés avec des grands groupes, sur lesquels non seulement les grands groupes n'ont pas pris de risques, mais en plus ont négocié avec les États, que les États achètent avant de savoir si c'était bon ou pas bon, un nombre de doses conséquent qui renflouait massivement les investissements en recherche. Est-ce que tu peux réagir par rapport aux stratégies d'échange dont tu nous as parlé jusqu'à présent, où là, on est en train de casser complètement les codes. Les codes ont été cassés par rapport à la production de vaccins, quoi. Alors, c'est vrai que là, l'urgence a un peu modifié le jeu quand même.
C'est-à-dire qu'il y a une panique quand même un petit peu là, de la part des pays. On est face à des laboratoires qui ont investi. Effectivement, ils ont investi par des startups. Oui, mais ils ont racheté les startups, ça coûte pas. Voilà, c'est tout. Ils ont racheté des startups. Ils ont racheté les startups, ça coûte de l'argent. Oui, ça coûte de l'argent d'acheter les startups. Ça, c'est pas. Enfin, à la limite, moi, je trouve pas ça gênant. Enfin, en tout cas, les laboratoires pharmaceutiques, c'est des grosses machines. Probablement, ces laboratoires, ils fabriquent des médicaments un peu dans la routine. Les médicaments qui sont probablement un peu révolutionnaires, je ne suis pas sûr qu'ils soient capables véritablement de les développer. La culture fait que c'est la culture de la routine. Enfin, les firmes qui font des sauts technologiques, elles sont très souvent en dehors, c'est pas que dans le médicament, elles sont souvent en dehors. Pour 2 vaccins qui utilisent une technologie un peu révolutionnaire, pas vraiment, vu que ça fait quand même des années que ça existe, la plupart des autres vaccins sont des vaccins construits de manière quasi classique. Hein. Pas non plus. Oui, mais c'est les 2 qui sont sortis en premier. Donc ça a tout de suite. Comme ils sont sortis en premier, qu'on voulait absolument, à juste titre, hein, avoir des vaccins très très rapidement, c'est vrai que probablement on s'est focalisé sur cette stratégie des laboratoires d'externaliser une partie de leur production vers des startups, en rachetant les startups. Mais les startups, ils en ont racheté plein. Hein. Il y en a une qui a réussi, mais ce serait intéressant de regarder combien ils ont acheté. Bon, le fait qu'une boîte décide d'acheter une startup, ça ne me dérange pas du tout. Moi, la question que je pose, c'est par rapport aux États qui ont massivement, qui ont inversé la manière de développer des médicaments. Comme tu l'as dit très bien, d'habitude, c'est gros efforts sur 10 molécules et on n'a même pas une qui marche sur les 10. Et là, on a, d'une certaine manière, garanti l'effort recherche en disant, quoi qu'il arrive, on vous achète votre produit. Quoi qu'il en coûte. Oui, c'était ça. Oui, donc ça casse un petit peu tous les codes que tu nous as. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que c'est un cas. C'est un cas un petit peu exceptionnel. Là, on est dans un cas exceptionnel. Il fallait aller vite. Il y a eu une certaine panique. Chacun tirait de son côté. C'est-à-dire que ce qui aurait été relativement vertueux à un moment donné, c'est que tous les pays se groupent pour faire pression sur les laboratoires. En disant, voilà, on est les seuls acheteurs, finalement. Si les États se groupent. Alors, c'est ce qui a un peu fait en Europe. Bon, ça n'a pas tout à fait fonctionné comme il fallait, mais c'est ce qui a été tenté. En tout cas, ça a été tenté, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal sur l'Europe. Ça a été tenté en Europe. C'est de dire, voilà, nous, on va commander des vaccins. Alors, évidemment, comme il fallait avoir plein de vaccins, on a acheté tout ce qui passait. Hein, on a donné, effectivement, les laboratoires pharmaceutiques, ils ont gagné énormément d'argent dans cette affaire-là. Ça, c'est absolument évident. Mais là encore, le marché l'explique très bien. C'est simplement parce que vous vendez un produit dont les gens ont besoin, et en plus, ils se mettent en concurrence eux-mêmes, ce qui est absurde, ce qui est économiquement absurde. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Les Anglais, bon, évidemment, étaient sortis de l'Europe, donc eux, ils ont négocié tout de suite. Il y a plein de pays qui ont négocié directement avec les laboratoires. Je ne sais pas combien les Israéliens, par exemple, ce serait intéressant de savoir combien les Israéliens ont payé leurs vaccins. Parce qu'ils arrivent quand même, ils ont eu des vaccins dans tout le monde. Donc là, on s'est mis nous-mêmes, enfin les pays se sont mis dans une position de dépendance par rapport au labo. Alors que s'ils avaient fait une alliance mondiale, mais bon, face au labo, en étant l'unique acheteur, là c'était un petit peu différent. C'est pour ça que moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, ce qui maintenant est un peu tard, mais c'est le pouvoir des demandeurs. C'est l'avoir le demandeur quasiment unique. Si on a un demandeur unique, les prix ils sont au coût de production, ou avec un profit normal, parce que c'est normal de faire un profit. Donc c'est 3% de profit, on dit voilà, ça vous coûte tant, on vous les achète tant, parce qu'on vous donne une marge de profit normale. Et l'OMS ne peut pas jouer ce rôle? Non, l'OMS ne peut pas jouer ce rôle. Je ne connais rien, l'OMS. Non, l'OMS, c'est purement... Non, il n'y a aucune organisation qui peut jouer ce rôle aujourd'hui. L'Europe l'a fait, mais non, on n'arrive pas à se coordonner sur des choses comme ça. Je pense que c'est exactement le même problème qu'on rencontre dans les changements climatiques. Ça prendrait une coordination mondiale du même ordre. Exactement du même ordre. Oui, c'est ça, il faudrait une coordination mondiale. Bon. Il n'y a pas un pays qui... Mais elle existe en fait. Elle existe en fait, excusez-moi. Elle existe cette coordination mondiale, même si elle est un peu imparfaite, elle existe. Déjà une petite remarque.
les laboratoires, sans les défendre, même si j'en suis extrêmement loin de les défendre, financent la recherche et le développement à coût de milliards qu'ils peuvent récupérer via les réductions de taxes, les réductions d'impôts, les menaces à la fermeture dans les pays à faible implantation pour le chômage, comme en France par exemple, quand un labo va fermer. Bref, donc ils dépensent beaucoup d'argent. Les États ont démissionné de la recherche. Combien on paye un chercheur aujourd'hui au laboratoire? On le paye très peu. Un chercheur en pharmacie, un chercheur en chimie, il est très peu payé dans les laboratoires de sciences fondamentales. En pharmacie, ils sont très bien payés. Donc, les États, même s'ils contribuent à les universités à la recherche, ils ont démissionné de la recherche vers l'action. D'ailleurs, aujourd'hui, les universités plaident pour une collaboration université-chercheur. D'ailleurs, on voit bien Oxford, AstraZeneca, chez les anglo-saxons, ça a fonctionné. Alors qu'en Europe, c'est BioNTech qui est allemand et Pfizer qui est américain. Donc, vous voyez, donc, la façon dont on manipule, ou en tout cas on crée les conditions de recherche pour les chercheurs change. Moi, en tant que médecin de la PHP, maintenant, il y a une plateforme d'échange entre les universités, entre la PHP, de transfert de technologies où on peut se mettre à son propre compte en fonction de sa recherche et travailler avec les universités. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est de dire que les laboratoires, pendant la crise, on a essayé en tant que médecin, et là c'est plutôt le médecin qui parle, on a essayé plusieurs molécules en termes d'ATU, autorisation temporaire d'utilisation, des molécules qui ne sont répertoriées nulle part. Parce que dans l'urgence, comme vous dites à juste titre, on a voulu trouver des médicaments qui fonctionnent en pénique courante. On a utilisé des médicaments, des anciens médicaments comme le Remdesivir, par exemple, pour Ebola, mais qui n'a pas fonctionné, mais qui coûte extrêmement cher. Les plasmas de patients guéris, on les a utilisés. La mise en œuvre coûte extrêmement cher avec des procédures extrêmement compliquées en termes de transfusion. Ça coûte très cher. Et ça, ce sont les laboratoires qui payent, in fine, ce processus de recherche et développement. Et enfin, l'Alliance mondiale pour le vaccin, en tout cas pour les pays du Sud qui sont extrêmement pauvres, sur lesquels je fais mon travail de thèse, c'est le Gavi, où on donne des vaccins à des prix défiant toute concurrence. Quand le Pfizer coûte 15 ou 20 euros en France ou en Allemagne, il coûte quasiment 2 euros dans le cadre du Gavi, puisque tous les pays du Sud se sont réunis en une seule alliance grâce à l'OMS pour acheter les vaccins à un prix très peu coûtant parce que déjà les gens n'ont pas assez d'argent et aussi parce qu'il y a peu de contamination en Afrique, quoi qu'on en dise, même si le taux de reporting est extrêmement faible. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui se confrontent et qui se mettent en concurrence en sachant que 95% de tous les vaccins mondiaux ont été accaparés par 10 pays dans le monde. Donc, voilà, il y a des questions d'inégalité profonde en termes de recherche entre le public et le privé, des inégalités d'accès aux soins dans le cadre de l'OMC, des accords multilatéraux et bilatéraux entre des pays pour la mise en disponibilité des vaccins, entre les entreprises et les pays comme l'Union européenne qui a mis du temps à se mettre en marche. D'ailleurs, à ce titre, l'Italie vient de refuser l'exportation des vaccins AstraZeneca pour l'Australie. C'est intéressant en termes de protectionnisme en temps de Covid, de protectionnisme sanitaire vis-à-vis de la population européenne, en sachant que même si c'est que 250 000 doses, c'est très peu. Mais voilà, il y a des choses qui se mettent en place en situation d'urgence, c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. J'ai peut-être une question, parce que Célestin, il y a des aspects où je ne suis pas vraiment très d'accord, mais je vais poser une question par rapport à ces aspects-là. Déjà, l'Union européenne a financé, en ce qui concerne l'Allemagne, il y a beaucoup de fonds qui ont été mis pour soutenir les laboratoires pour faire le développement. Ensuite, en ce qui concerne les vaccins et l'action de l'Italie, qui est une action que les États-Unis ont, la loi de la guerre qu'ils vont activer pour que tous les vaccins produits aux États-Unis soient d'abord utilisés aux États-Unis. L'Inde l'a fait aussi dernièrement, donc ce n'est pas
l'Italie ou l'Union européenne suivent juste la cadence. Ce qui m'intéresse, en fait, pour revenir sur le plan économique de la chose, nous savons bien que le marché est imparfait. Hein? Donc, ce n'est pas une surprise qu'il est imparfait. Et nous savons que la santé, c'est un bien commun qui est très important. Donc, tout économiste digne de ce nom va regarder les coûts d'opportunité via le lockdown, hein, comme on l'appelle. Qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça coûte à l'économie, aux macroéconomiques, et qu'est-ce que ça coûte aux entreprises, aux laboratoires qui ont les patentes aujourd'hui de production, de transférer cette connaissance à d'autres laboratoires pour qu'une production soit plus rapide et plus effective. Ou alors, est-ce qu'il ne faut pas prendre ce savoir et leur donner un montant fixe par rapport au coût d'opportunité, au coût de perte de macroéconomique, et leur dire, OK, vous avez fait de développement, on vous a soutenu, et voilà une partie de cet argent, parce que l'économie mondiale, en tant qu'un ensemble, perd plus que lorsqu'il n'y a que vous qui produisez, parce que vous l'avez développé. Je trouve que la discussion aujourd'hui n'est même pas dans ce sens. Et je pense qu'on n'apprend pas des pandémies du passé. On est exactement comme au Moyen-Âge, ou alors lors de la peste. Les politiques vont juste dire, OK, confinement, pas confinement, confinement, pas confinement. Exactement comme à l'époque passée, alors que nous sommes dans une époque très moderne, très avancée, mais on ne réfléchit pas dans ce sens, de trouver ces moyens-là. Il n'y a aucune règle qui peut imposer ça sur le plan économique à des laboratoires qui sont indépendants, qui vivent sous le coup de la propriété privée de production. On ne peut pas imposer à quelqu'un qui a fait sa recherche de dire, à moins qu'il y ait des lois extraordinaire en temps de conflit, en temps de guerre, en temps de pandémie. Et ça, dans quelle instance est-ce qu'on prendra ces règles-là? À l'ONU, qui est le seul organe aujourd'hui qui existe sur le plan mondial. Et comment est-ce qu'on peut contraindre des entreprises privées? C'est important, c'est très intéressant ce que tu dis. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Alors là, je suis d'accord. Mais par quel mécanisme on peut contraindre des entreprises privées qui font de la recherche par le bien de l'humanisme? Les entreprises ne sont pas des humanistes. Par le bien de la solidarité, elles ne sont pas solidaires. Mais on le fait aujourd'hui quand il s'agit des entreprises de sécurité, pour la sécurité intérieure. L'État le fait. Pourquoi il ne le fait pas sur le domaine sanitaire? Non, je parle pour le monde entier. Je parle du monde entier. Dans un pays, les entreprises suivent les règles dans le pays. Mais sur le plan mondial, je me pose des questions. Encore une fois, je ne suis pas contre ce que tu dis. Je dis encore que je suis d'accord. Oui, mais on le fait sur le plan international. Que pensez-vous de laisser répondre notre intervenant? Je crois que aujourd'hui, personne, je ne pense pas qu'un économiste sérieux peut soutenir l'idée que le marché du médicament est un marché qui doit fonctionner selon les règles normales des échanges, de l'offre et de la demande. C'est pas un produit classique, c'est pas un produit normal. Donc, je pense que là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord. Là où ça diverge, c'est entre des gens, des économistes qui pensent qu'il faut complètement sortir le médicament de la logique de marché, c'est-à-dire en gros, c'est les gens qui défendent par exemple la licence mondiale, c'est-à-dire en gros, qui disent il ne faut pas qu'il y ait de propriété intellectuelle. Donc c'est une position radicale qu'on peut soutenir avec des arguments qui sont très clairs. Et d'autres économistes, plutôt dans cette logique-là, qui disent, voilà, c'est vrai que ce ne sont pas des biens normaux, donc il faut trouver des moyens pour, je dirais, faire en sorte que la dynamique de production des vaccins qui est liée au profit, parce que malgré tout, les laboratoires sont privés, et donc il faut qu'ils fassent du profit, mais on peut simplement trouver, ce n'est pas très compliqué quand même, on peut trouver des moyens un peu de leur tordre le bras, c'est-à-dire de leur dire, voilà, vous avez le droit de faire du profit, mais voilà les limites sur lesquelles vous ne pouvez pas aller. Et voilà les sanctions que nous sommes capables de mettre en place. Il y a une sanction, j'en parle, vous savez, on a eu une prix Nobel française là, il y a 2 ans, là, qui est vraiment très intéressante, et elle disait, mais en gros, le seul moyen, le moyen le plus efficace, je l'ai dit tout à l'heure déjà, c'est de grouper la demande, c'est de s'allier. C'est comme les agriculteurs face aux grandes surfaces. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire des choses compliquées. Le moyen pour des producteurs d'avoir des prix corrects pour leurs produits, c'est de se grouper et d'arriver avec un rapport de force qui soit favorable.
Moi, je pense que dans les médicaments, je pense qu'il faut plutôt aller là-dessus, c'est-à-dire d'aller vers une logique. En plus, ça peut se faire plus rapidement, sans passer par des systèmes de contraintes qu'il y a plein de pays ne voudront pas mettre. Les États-Unis n'accepteront jamais d'aller dans un système trop dur. Donc, simplement de se grouper et d'aller voir les laboratoires. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des frais, on vous rembourse vos frais, on retire ceux qu'on vous a donnés au départ parce que la recherche publique vous a donné de l'argent, donc ça, on ne va pas vous le donner deux fois. Donc, on vous donne de quoi vivre et de continuer à faire de la recherche avec voilà, un pouvoir de consommateur. Exactement comme nous avons un pouvoir de consommateur pour faire changer les produits qui sont malsains avec des applications qui font en sorte que maintenant les entreprises commencent à changer la composition de leurs produits. Donc, à mon avis, mais ça c'est mon avis personnel bien entendu, je pense que c'est plus efficace d'aller dans ce genre de logique que d'essayer de monter quelque chose de complètement en dehors du système capitaliste actuel, parce qu'on n'y arrivera pas. C'est peut-être bien, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. On n'aura pas le consensus là-dessus. En revanche, un consensus pour se grouper et acheter les médicaments, je pense que c'est plus facile à avoir. En sachant, oui, que les médicaments, ce n'est pas des produits comme les autres. On est d'accord, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le fait que quand il y a une pandémie, les coûts humains ne sont pas vraiment pris en compte par l'économie et ils sont énormes. Ils seront énormes au final quand même. Vous voyez, les coûts de l'éducation, par exemple, ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui dans l'éducation, avec des gens qui ne vont pas à l'école, avec des étudiants qui ne vont pas à l'université, on ne le voit pas, ça ne coûte rien. On gagne de l'argent. Notre l'université dans laquelle je suis, elle gagne de l'argent en ce moment parce qu'elle ne chauffe pas les locaux, parce qu'elle ne paye pas des vacataires. Donc, elle va s'en sortir budgétairement mieux qu'elle ne l'était avant la pandémie, ce qui est quand même extraordinaire. Alors que le coût social, il n'est pas pris en compte. Il y a des gens qui ont perdu une année d'études. Sur les médicaments, on pourrait quand même imaginer une double stratégie. Alors, bon, que je comprends bien que toi, tu ne crois pas à tu préfères garder une stratégie de groupe pour essayer de contrôler les prix. Ce qu'on pourrait quand même avoir, c'est que pour un médicament qui est reconnu efficace très tôt, très vite, en passant des barres de contrôle, c'est-à-dire au bout de 2 ans d'utilisation, par exemple, pouvoir dire, OK, on vous rachète, et là, au niveau mondial, on vous rachète votre licence, on vous la rachète cher parce que effectivement, si on vous laissait produire votre médicament pendant les 50 prochaines années, ou 25 années, je crois que c'est 25 années. Voilà, mais bon, quelle que soit la durée, on vous facture cette durée, on vous facture la rentabilité de votre produit sur cette durée, sauf que maintenant, votre médicament, il est tout de suite, ça, ce serait jouable. Ça, ce serait vraiment quelque chose de possible. C'est-à-dire que là, effectivement, on garderait le côté marché pour favoriser l'émergence de nouveaux produits, sauf que quand les sociétés se rendent compte qu'un produit est intéressant, là, boum, on l'achète suffisamment cher et on le fait passer ailleurs. C'est-à-dire on le fait passer dans une autre dimension où ça devient un bien communautaire, un bien commun. Voilà. Bon, ça c'est jouable. Hein. C'est jouable d'avoir des stratégies mixtes qui ne soient pas soit purement capitalistes, soit purement socialistes. Hein. Oui, ça. Professeur, mais qui paye? Qui paye? L'ONU, l'OMS, les pays, qui paye? Pour les 9 milliards d'humains, qui paye? C'est bien de réfléchir comme ça, mais qui paye financièrement? Qui casque, quoi? Non, mais ça, c'est organisable. C'est des choses qui sont organisables. Ça, c'est vraiment pas... Enfin, ça peut être au prorata des PIB des pays. Enfin, ça, c'est vraiment pas des choses qui sont difficiles à organiser. Et c'est très intéressant ce point du prorata des PIB, parce que c'était ma question au professeur. On connaît aujourd'hui le coût d'opportunité de la perte du confinement, ou alors lié au Covid, parce qu'on voit bien au niveau des rapports, l'Allemagne, elle a perdu, elle a un redressement de son PIB à 5%, je ne sais pas, c'est juste au niveau macroéconomique. Et si on fait la somme, on a un temps en dollars ou en euros de qu'est-ce qu'a coûté au niveau des États, du produit intérieur brut, la pandémie. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas allier ce genre de pensée
un coût possible du médicament, ou alors je ne sais pas, hein, c'est juste une idée. Hein. Oui, tout est possible. Je pense qu'effectivement, la vérité, elle se situe entre les deux extrêmes qu'on a vus. Je veux dire, la socialisation totale me paraît inefficace. Laisser le marché jouer complètement, c'est pas non plus une bonne chose, parce qu'on voit bien que ça crée des inégalités. Mais c'est vrai pour le médicament, mais c'est vrai pour plein de secteurs, hein, parce que l'agriculture, c'est la même chose. Il y a plein de secteurs sur lesquels, je dirais, l'atout du capitalisme, c'est de pouvoir développer, enfin, c'est l'initiative, c'est quand même d'avoir des initiatives qui sont faciles à prendre. Là, par exemple, sur les médicaments, c'est quand même clair. Je veux dire, il y a encore un an, on disait un médicament, ça se fait en 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et on a des en 1 an. Donc ça veut dire que l'industrie pharmaceutique, elle a été quand même hyper réactive. Elle a quand même vachement bien fonctionné. Enfin, je trouve que, malgré tout, les laboratoires qu'on vilipendait tout le temps, et à juste titre sur certains points, ils ont quand même réussi à sortir en 1 an, même pas 1 an, puisque ça a 6 mois, des médicaments, alors que pour le sida, on n'a jamais réussi à sortir quelque chose, on n'arrive pas à faire grand-chose, c'est un vrai problème, hein, on n'arrive pas à faire grand-chose sur le paludisme, par exemple, qui est une maladie très importante, et pourtant on n'arrive pas à sortir des choses. Donc, à la fois, ça veut dire qu'on a des capacités de faire des choses qui sont intéressantes, simplement, si elles ne sont pas marchandisables, on voit bien qu'on ne les fait pas. Voilà, c'est évident. Voilà, là, c'était marchandisable. Les labos, ils savaient que de toute façon, s'ils trouvaient le vaccin, c'est le jackpot. Et c'est le jackpot. Puis ils étaient prêts à faire ce jackpot. Voilà, et, bon, merci beaucoup, Philippe. L'heure a tourné, il y a eu beaucoup de questions. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous. Je vous invite à regarder ce schéma-là aussi, qui est assez marrant sur la dette. D'accord. Voilà. Tu laisses tes slides en ligne. OK, donc les slides seront disponibles sur la chaîne YouTube. Vous avez vu que vous avez eu les films de la séance dernière qui sont arrivés. Donc là, ce sera pareil. À la prochaine fois, et la prochaine fois, ça doit être le 26 mars. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.